Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. Stéphanie Villeneuve, vous avez déjà prévenu, on va parler de TikTok, cette machine à faire à créer des dépendances numériques. Hein. Et pour en parler, qui de mieux que Denis Martel, stratège en communication numérique, qu'on a déjà reçu plus tôt cette semaine et à qui j'avais promis une deuxième chronique. Denis Martel, allô? Salut Francis. Donc c'est un moment de vérité là, pour TikTok. Il y avait un ban mis à l'indice qui était prévu pour le 19 janvier, la veille de l'arrivée au pouvoir de M. Trump. Raconte-nous un peu là, ce qui se passe actuellement. Ben, ils ont eu un sursis. Ils sont adressés à la Cour suprême, puis sous le principe, sous l'idée que la nouvelle loi violerait la liberté d'expression, qu'on connaît, qu'on sait qui est si chère aux États-Unis. Puis là, ben, ils ont eu un petit sursis, comme je disais, qui va les amener au courant de l'été 2025. Là, la Cour suprême va se pencher sur ce cas-là pour voir si effectivement ça vient violer cette fameuse liberté d'expression-là. Et à la base, là, bon, j'en parlais un peu avec Stéphanie tantôt, là, il y a une affaire il y a deux choses, là. Il y a une semi-prétention à la sécurité nationale, là, puis là, j'aimerais que tu m'expliques comment regarder des vidéos de chats, ça atteint le fondement de notre pays. Puis l'autre volet, c'était justement les vidéos de chats et d'autres choses attachantes. Là, ça crée une dépendance, puis c'est mal, j'imagine, de créer des dépendances. Comment tu vois ça de ton point de vue là, comme expert du numérique? Ben, premièrement, il faut comprendre que en fait, c'est drôle parce qu'il y a deux... On les accuse sur deux aspects. La première est pas mal moins premier degré qu'on pourrait l'imaginer. Là, on les accuse pas d'une intervention directe dans des aspects de sécurité nationale. Par contre, ce que l'on dit, c'est que la compagnie TikTok, qui souvent a quand même des pare-feux avec le gouvernement chinois, mais on les accuse de probablement transférer des données justement des données de profilage au gouvernement chinois, ce qui permet, en colligeant toutes les données de géolocalisation, de profilage par intérêt, de ce qui est de contenu apprécié, là, qui permet de construire des profils. On revient au profilage. Mélanie Joly, elle regarde des crashs de chars, puis des vidéos de chatons, puis c'est grave, puis on peut maintenant la manipuler avec ça. Ben, c'est pas tant... je sais que le gouvernement du Canada, lui, a demandé à ce que les gens du gouvernement n'utilisent plus, parce que, justement, il y a des données un peu plus sensibles du fait que des personnes qui manipulent des secrets d'État ou qui travaillent au sein de la fonction d'État, cette information-là est plus sensible. Mais même globalement, de savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est des Canadiens et ainsi de suite, ça peut avoir un impact ça peut permettre, là, quand tu fais le croisement des données, de pouvoir en savoir un peu plus sur une nation. Ouais, en fait, je suis pas un expert en numérique, mais ça me semble être un peu tiré par les cheveux. C'est pas que j'ai des cheveux particulièrement tirables, mais... Il y a aussi des accusations d'intervention directe, à savoir que l'algorithme pourrait être manipulé directement, concrètement, là, beaucoup plus premier degré, pour venir favoriser ou manipuler des résultats d'élections. C'était le cas, entre autres, je pense que c'était en Roumanie, là, oui, c'est ça, où il y a eu il y a quelques indices qui donneraient à penser que... X fait ça, Facebook fait ça. En quoi est-ce que TikTok je veux dire, puis là, X, là, don't get me started, mais je veux dire, tu sais, c'est quand même... c'est éhonté, là, la façon dont il pousse un certain type de contenu, là. C'est même pas... Écoute, là, il s'en cache même pas, là. Tu sais, c'est même pas subtil, tu sais. Fait que j'ai misère à comprendre en quoi c'est un argument, là, tu sais. C'est au sein de la même nation, par contre. C'est là que ça dérange. C'est des Américains qui essaient qui manipulent des Américains. Qui manipulent des Américains. Et puis là, je suis quand même intrigué, mais quand le politique commence à s'ingérer dans des affaires comme ceux-là, prétendant que ça s'ingère dans le politique, j'imagine, est-ce que c'est pas dangereux? Puis là, tu l'as évoqué, une question de liberté d'expression, de liberté individuelle. Puis je l'entends aussi là, sur les médias sociaux, beaucoup d'utilisateurs de TikTok, de créateurs sur TikTok crient un peu au meurtre. Là, comment ose-t-on nous priver de cette source intarissable de contenu? Qu'est-ce que tu fais de cette posture-là, Denis, toi qui connais très bien ça?
Ben écoute, tu sais, on n'est pas dans les pour ce qui est de la sécurité nationale, c'est un autre enjeu. À un moment donné, ça pèse dans la balance, savoir qu'est-ce qu'on va perdre versus ce que la nécessité de se protéger par rapport à tout ça. Moi, je me permets pas de prendre position dans ce contexte-là. Par contre, ça vaut la peine de justement regarder qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on protège réellement dans un contexte comme celui-là. On demande à TikTok de justement de s'assurer qu'il y ait un réel pare-feu entre les gouvernements chinois et les services qu'ils offrent dans nos pays. Mais pour les créateurs de contenu, c'est vrai qu'il y a une réelle perte. Là, on parle aux États-Unis, j'ai vu des chiffres. On parle de revenus directs. Il faut savoir qu'il y a des fonctionnalités qui permettent à des créateurs de contenu d'être rémunérés très directement en fonction des vues qu'ils génèrent dans certains pays. Au Canada, c'est pas disponible. Perdre ça, on parle là de près d'1 milliard en revenus potentiels de perte. Et ne serait-ce qu'après ça, pour des entreprises, on parle d'au-dessus de 300 millions de pertes. T'sais, ici au Canada, c'est plus ce volet-là, ne serait-ce qu'en partenariat privé ou même dans la possibilité d'avoir un accès à un marketing assez accessible pour des petites organisations. Il y a des marques qui me viennent en tête, j'ai failli les nommer, mais qui ne font leur marketing maintenant que par ça. C'est pas toujours des petits. Que par TikTok, là, tu veux dire. Là. Ils font tout leur marketing sur cette plateforme-là. Mais ma question pour toi, mettons, là, je sais pas, là, tel influenceur, telle influenceuse, elle est sur TikTok, demain on ferme TikTok. Est-ce que ces gens-là vont pas juste comme... Franchement, je veux dire, il y a rien de tant unique là, à TikTok. Là. Je veux dire, les mêmes vidéos TikTok, on les retrouve maintenant sur Threads, on les retrouve sur Facebook, on les retrouve sur Instagram. YouTube, ils ont juste la même vidéo prise avec le même téléphone, tu la postes dans une autre application. Je comprends qu'ils vont perdre leurs abonnés, là, mais je veux dire, il y a pas... de crier à la liberté d'expression, je trouve que c'est peut-être un peu fort là, quand même, non? Corrige-moi si je me trompe, Denis. Non, je pense qu'il y a un réel, tu sais, ça mérite d'être considéré parce que tout le monde devrait pouvoir lancer des plateformes comme celle-là et à ceux qui ont du succès, tu sais, ils méritent le succès qu'ils ont eu par rapport à leur propre mise en marché ou justement à la qualité de des fonctionnalités qu'ils ont créées ou des audiences qu'ils ont pu générer. Quand tu regardes l'algorithme de TikTok, c'est un des premiers algorithmes qui s'est vraiment concentré sur la qualité des contenus. Mm-hmm. Donc c'est un algorithme qui récompense la qualité des contenus. Là, quand je dis la qualité des contenus, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une indépendance entre tu peux faire une vidéo sans avoir un grand membership, avoir beaucoup d'abonnés, puis que cette vidéo-là va venir percer les algorithmes puis se retrouver partout. C'est plus de ça que je parle. Je parle pas de qualité. Ça permet notamment de faire découvrir des gens sortis d'un peu de nulle part assez rapidement. Là, cette forme de ce qu'on a appelé pendant longtemps la viralité prend une autre dimension sur TikTok. Comme tu le dis, sur YouTube, sur Instagram, ailleurs, généralement, les gens qui ont déjà énormément d'abonnés ont plus d'audience, ont plus de vues. Ils se sont adaptés. Oui, c'est ça, adapté. Ils se sont quand même adaptés. Les algorithmes se sont un peu adaptés sur tous les services. Mais là, juste une petite affaire en complément, Francis, c'est que c'est aussi une question d'inventaire de peur de Dieu et d'oreilles disponibles. C'est que là, on viendrait tout concentrer ça. Fait que je fais-tu partie d'un inventaire, moi, Denis? Absolument. Il y a des gens qui ne sont que sur TikTok. Soudainement, on vient réduire un potentiel de portée, là, si soudainement on peut plus le faire à partir de TikTok et qu'on remet tout vers... Parce que c'est pas d'emblée garanti que les audiences vont migrer, quand 100% des audiences vont migrer vers TikTok. Vers d'autres produits, je veux dire. Je termine en te demandant, Denis, tu sais, on reproche à TikTok de créer une dépendance, là, puis c'est un reproche qu'on a aussi fait à Fortnite à une époque. Puis moi, j'étais un joueur de Fortnite là, comme assez intense, là, puis effectivement, là, tu sais, je trouve ça toujours un peu bizarre, cette critique-là, parce que c'est comme si on leur reprochait de bien faire leur travail. Tu sais, je veux dire, je sais pas si t'es un gamer, toi aussi, Denis, mais tu sais, moi, j'étais un joueur de jeux vidéo. Je veux dire, un jeu qui est le fun, t'as envie de jouer plus, là, je sais pas comment dire, j'ai pas envie de jouer à des jeux plates, fait que c'est sûr que Fortnite, c'est comme très bien foutu, puis t'as envie de jouer toujours plus, puis c'est ça le but du jeu, là, d'une certaine façon. Pourquoi? Est-ce qu'il faudrait qu'on les rende moins le fun par décret? Tu sais, je suis un peu ambivalent sur cette notion-là de punir ceux qui réussissent à faire ce qu'on cherche tous à faire, tu sais. Je te comprends, puis tu sais, si t'appliques ça à tous les domaines d'activité, imagine, ça n'a pas de sens, mais c'est surtout auprès des enfants, ces critères-là qu'on entend.
on a cette analyse-là au Québec qu'on est en train de travailler. On sait que ça fait l'objet de travaux à l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine même, TikTok, là, qui porte un autre nom, je me risquerais pas à dire... je sais pas quoi. J'ai eu Fred Bastien là-dessus il y a quelques jours. Et limité, c'est ça. En bas de 14 ans, les fonctionnalités sont limitées. Puis le temps où tu peux rester, quand t'es en bas de 14 ans, tu es automatiquement limité à un nombre d'heures. Oui, puis je pense qu'il me disait qu'il y avait un couvre-feu, là, genre qu'à 10 heures. C'est de 6 heures à 22 heures. C'est de 6 heures à 22 heures. Imagine, on ferme Facebook à 10 heures. Bye. Et le plus impressionnant, c'est pas ça, Francis. Ouais. Le plus impressionnant, c'est le type de contenu. C'est qu'ils ne sont exposés qu'à des contenus éducatifs. Tu te rends compte? Fait que là, tu te dis, c'est pas assez beau. C'est pas bon pour leurs jeunes, mais ça le serait pour les nôtres. Ça pose quand même des réflexions. Imagine ce que ce serait si nos médias sociaux ne proposaient que des contenus éducatifs. Un genre de TikTok version Télé-Québec. Merci, moi, Denis. J'encourage les créateurs de contenu positif à faire plus 100%, de contenu. Je faisais une blague, mais ce n'était pas une blague. Merci d'être venu à l'émission. Toujours un grand plaisir de t'accueillir, Denis. On se reparle pendant les fêtes. À bientôt. Parfait. Salut, bye.